Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur un nouvel entretien sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Et aujourd'hui on va vous parler d'un livre, le logiciel impérial russe, en compagnie de son auteur Jean-Robert Raviot. Bonjour. Bonjour. Jean-Robert Raviot, merci de nous faire le plaisir de venir sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote pour présenter cet ouvrage qui est sorti au mois de février aux éditions L'Artilleur, une édition amie qu'on aime bien et dont on a fait la présentation de plusieurs livres sur la chaîne. Alors, premièrement, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je vais être bref. Je suis professeur en études russes et post-soviétiques à l'Université Paris-Nanterre depuis 20 ans environ. Donc, ça fait un certain temps que j'ai en charge des étudiants de licence et de master et de doctorat qui se spécialisent en études russes et plus particulièrement dans le domaine du droit ou des institutions ou de la géopolitique. Alors, auparavant, j'ai fait une thèse de doctorat. Ça, c'était à Sciences Po. Sous la direction de madame Carrère-Dancos. Cette thèse portait sur, la fin de l'URSS et les mouvements nationaux, les mobilisations des mouvements nationaux pendant la fin de l'URSS. J'ai passé les années 90, avec passé beaucoup de temps en Russie dans les années 90, dans des boulots différents. Celui de directeur du Collège universitaire français de Moscou notamment, mais pas seulement. J'ai eu aussi des emplois dans d'autres secteurs que celui de l'enseignement et de la recherche. Et puis, au début des années 2000, je suis devenu enseignant à Nanterre, dans ce département de russe que j'aime beaucoup, auquel je suis très attaché. Voilà. Et donc j'ai vu le privilège de l'âge, c'est d'avoir vu déjà au moins une bonne génération d'étudiants, et c'est toujours un plaisir. Alors mes recherches portent, pour l'essentiel sur la fin de l'URSS et la Russie très contemporaine, la Russie post-soviétique. Et mon point central, c'est vraiment les institutions et les élites politiques, de la Russie, avec un intérêt très appuyé pour les questions, de fédéralisme et de fonctionnement du gouvernement de la Russie dans ses territoires. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, aux relations entre Moscou et les différentes, sujets de la fédération, comme on dit. Je m'intéresse aussi à la politique intérieure d'une façon plus générale et puis ces dernières années, donc j'ai publié en fait, des ouvrages qui commencent à dater un peu, mais un qui s'appelle «Qui dirige la Russie?» et puis un autre qui s'appelle «Démocratie à la russe», qui était issu de mon travail d'habilitation à diriger des recherches, une sorte de deuxième thèse pour les universitaires. Et dans les années 2010, je me suis davantage orienté vers les questions de géopolitique et de relations internationales. Donc je me suis davantage intéressé plutôt à la politique extérieure, mais toujours en lien avec la politique intérieure. Pour moi, c'est très difficile, de d'étudier la politique étrangère en dehors des mécanismes de politique intérieure. Voilà, donc je me suis intéressé, à la montée en puissance de cette conflictualité, russo-occidentale dans les années 2010 et ça a donné lieu à la publication d'un ouvrage que j'ai écrit pour, une partie et puis, que j'ai aussi dirigé, parce qu'il y a d'autres auteurs dans cet ouvrage, qui s'appelle, «Russie vers une nouvelle guerre froide», donc qui était sorti en 2000, fin 2016, début 2017 et en quelque sorte, le logiciel impérial russe, c'est le fruit de c'est vraiment une synthèse, on peut dire, de l'ensemble de mes recherches heu, que j'ai essayé de rendre accessible, à un public large qui s'intéresse aux questions internationales, pas spécialiste de la Russie et dans lequel j'essaie justement d'articuler politique, intérieure et politique extérieure et dans lequel un des objectifs, c'était de montrer ou de donner des grilles de lecture ou permettre aux lecteurs de comprendre mieux, pourquoi cette politique étrangère et en quoi cette politique étrangère s'appuyait sur un système politique et une politique intérieure, particulière en Russie, donc qui sont de l'ordre enfin qui sont propres à la Russie. Alors, la plus grande critique qu'on peut me faire, hein, c'est d'être, culturaliste, ce à quoi je réponds: «Je ne suis pas tellement culturaliste, mais je suis très réaliste» et
le réalisme mène forcément à la prise en compte des mentalités et des cultures. Les mentalités des cultures, c'est exactement ça. Et ce qui est passionnant, donc vous avez fait votre présentation, donc vous êtes vraiment un spécialiste de la politique intérieure russe, du système russe et en plus sur la longue durée. Est-ce que vous diriez, peut-être avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, est-ce que vous diriez justement que ce livre-là qui sort, le logiciel impérial russe, c'est un peu votre œuvre somme, voilà, qui résume un peu 20 ans de recherche et que vous essayez de vulgariser pour le grand public. Ou vulgariser, pas tant que ça. Je pense qu'il y a eu un très bon travail d'édition. J'ai beaucoup apprécié le travail avec mon éditeur qui était très agréable à mener. C'est le premier livre que je publie avec une telle qualité de relation avec mon éditeur, donc je tiens à le souligner. Et à remercier de manière personnelle Bernard Giovangeli pour ce travail qu'on a mené ensemble. L'idée, c'était effectivement, alors Somme, c'est pas la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, hein, ça fait 256 pages, donc c'est vraiment un ouvrage qui se veut accessible, qui veut. Mon objectif, c'est de donner des grilles de lecture, donner des clés d'interprétation au lecteur, pas forcément de lui asséner un message, une idéologie ou une thèse, mais plutôt de lui donner des instruments pour enrichir sa réflexion, étant donné que nous sommes dans une actualité extrêmement brûlante sur la question russe en France et en Europe et en Occident de manière plus générale. Et mon idée, c'est, enfin, ce que je constate, pour reprendre le proverbe chinois que vous connaissez peut-être, le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. Alors, je dirais pas que l'opinion publique est tout à fait imbécile, mais l'opinion publique, disons, pour moi, la lune, c'est le monde et celui qui montre la lune avec son doigt, ce sont les médias qui sont les dispenseurs de sagesse dans notre société. Et malheureusement, je pense que l'opinion publique est très influencée davantage par celui qui montre, donc par le doigt que par la lune. Moi, j'essaie de montrer la lune, c'est-à-dire j'essaie de coller au réel et de fournir des clés d'interprétation, des grilles de lecture qui sont les miennes. On peut elles sont tout à fait critiquables, tout à fait discutables. D'ailleurs, je suis toujours ravi d'en discuter. Mais l'idée, c'était ça. C'était vraiment de fournir un livre utile pour la formation de l'esprit public. Il y a une dimension un peu civique dans mon, dans mon ouvrage. Alors ça j'imagine bien et c'est pour ça qu'on est ravi de vous recevoir, d'autant plus que on enregistre, alors je ne sais pas exactement quand c'est, certainement quelques jours ou quelques semaines plus tard cet entretien sera diffusé, mais on enregistre cet entretien le 20 mars 2024, donc quelques jours après la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie, donc quelque part là on est en plein du d'actualité sur cette politique interne, alors on va pas revenir que sur ça bien entendu. La première question qu'on aimerait savoir justement pour pouvoir analyser non seulement avoir une vision russe du conflit en Ukraine selon le logiciel que vous avez développé, mais en plus la dynamique intérieure propre à la Russie, dont vous êtes un grand spécialiste et on est ravi de vous avoir là-dessus. La première question, comment est-ce qu'on peut définir justement est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette dynamique impériale pour prendre un peu de recul, hein, regarder un peu la longue durée, comment s'est construit justement ce logiciel impérial russe, comment est-ce qu'on peut le définir? Alors, pour revenir aux élections, à l'élection de Vladimir Poutine donc dimanche dernier, avec 87% des voix et 76 ou 77% de participation. Bon, c'est le triomphe d'un mécanisme plébiscitaire hein, qui a conduit le président à se faire réélire avec le meilleur score possible. On pourra revenir un peu plus tard sur la mécanique de tout ça, sur la manière dont ce résultat est obtenu. Il est évident, pour être simple, que ce résultat n'est pas le fruit d'élections complètement libres, complètement transparentes, complètement, etc. Mais il est évident aussi que Poutine a été élu avec une majorité absolue. Alors, elle est peut-être pas de 87%, mais elle est incontestable. Et l'objectif, c'était d'avoir un très bon chiffre pour appuyer un président en guerre. Donc, c'est le plébiscite du poutinisme de guerre. Alors cette mécanique, en fait, elle résulte, d'une longue histoire, comme j'essaie de le montrer, d'une longue histoire qui commence, à la fin du XVe siècle avec, un État qui n'existe pas encore vraiment, qui est un tout petit État, qui s'appelle la Grande Principauté de Moscou, qui est dirigé par un
un grand prince qui s'appelle Ivan III et qui est le lointain descendant d'une dynastie, les Rurikides, qui sont les descendants de cette dynastie qui avait gouverné l'ancienne Russie ou la Rousse de Kiev 3 ou 4 siècles auparavant. La Rousse de Kiev qui a été donc en quelque sorte, enfin, cet État a cessé d'exister lentement entre le XIe et le XIIe siècle du fait des invasions mongoles. Et donc, à la fin du XVe siècle, la Russie sort véritablement complètement, enfin, les espaces, les grandes principautés autour de Moscou sortent du joug mongol, s'affirment face au reste, aux reliquats de l'empire de la Horde d'Or. Et autour de Moscou se constitue une dynamique de création d'une force politique et géopolitique, c'est-à-dire c'est une dynamique centralisatrice autour de Moscou, des ressources, enfin des ressources d'abord militaires, politiques, économiques, etc. Donc on assiste peu à peu autour de Moscou à une nouvelle dynamique que j'ai appelée kremlinocentrisme, moscopolitisme. Moscou va devenir, la grande principauté va devenir le centre d'une recentralisation ou d'un rassemblement de ces grandes principautés et rapidement, un peu plus tard, au milieu du XVIe, la constitution d'un État qui s'autoproclame empire et qui se proclame empire dans la continuité de l'Empire byzantin. C'est-à-dire que, alors cette continuité avec l'Empire byzantin, elle a déjà été, comment dirais-je, euh, revendiquée par Ivan III, qui a pris pour troisième épouse une descendante de la famille impériale byzantine. Ah oui, je vous arrête là parce que c'est important de le préciser, c'est que l'Empire byzantin cesse d'exister formellement en 1453 et il y a les grandes familles et les intellectuels, les politiques, les philosophes de Oui, l'ex-empire byzantin vont aller dans deux grandes régions du monde. En Occident, et ça va être en grande partie la raison de la Renaissance, avec beaucoup d'artistes, mais également, on l'oublie beaucoup, mais ils vont passer la mer Noire, aller direction la Crimée, et aller rejoindre justement les Rousses, et notamment voilà, tous les royaumes que vous dites, qui sont justement qui partagent la religion orthodoxe, et c'est là que justement que se fait le lien fort entre, vous allez mieux l'expliquer que moi, mais entre les restes, les cendres de l'Empire byzantin et ce nouvel empire naissant. oui, oui, absolument. Alors bon, les grandes familles byzantines vont s'éparpiller, en fait, effectivement, Venise, et puis l'Italie, puis l'Occident, la France aussi. Mais aussi, comme vous dites, les Rousses, avec tout à fait justement, Kiev et Moscou, qui sont les deux grands centres. Alors Kiev est le grand centre, on va dire, intellectuel et ecclésiastique de l'époque de la Rousse, de ce qui reste en fait de la Rousse kievienne. Mais Moscou, à ce moment-là, se pose en rival, et je dirais plus qu'en rival, en véritable continuateur, étant donné que Moscou dispose de ressources économiques et militaires plus importantes. C'est-à-dire il y a une double dynamique. Il y a une dynamique de captation des héritages culturels et religieux byzantins, ça c'est clair, que Moscou va prendre à son compte. Mais c'est pas ça l'essentiel, je dirais. L'essentiel, c'est que Moscou devient le centre d'une dynamique proprement politique et géopolitique, de constitution d'un État qui va projeter sa puissance et qui va se constituer comme un État moderne au sens du terme. Et cet État, très rapidement, il va il va devenir un empire. D'abord, il va s'autoproclamer empire, étant donné on essaie de capter l'héritage byzantin, mais surtout, ça va devenir un empire au sens géopolitique du terme. Et qu'est-ce que c'est qu'un empire au sens géopolitique du terme pour moi? C'est un État un État qui va se constituer par agglomération, conquête et agglomération de territoires successifs dans la continuité territoriale et qui surtout ne va pas se contenter de rassembler les terres russes ou orthodoxes ou slaves orthodoxes de ces régions, mais va très vite passer à la conquête de territoires ni slaves ni orthodoxes. Et la première étape de cette constitution d'un empire qui va devenir multiethnique, multiconfessionnel, c'est la conquête en 1552 sous le règne de Ivan IV, dit le Terrible, donc qui est le descendant d'Ivan III, grand prince de Moscou, qui lui se fait couronner en 1548 selon des usages qu'il a et un rite qu'il a entièrement reconstitué et emprunté aux empereurs byzantins, donc
avec tout a été capté. Fin 15e, l'aigle à deux têtes entre dans la symbolique et l'héraldique russe, et mi-16e, le premier tsar, César, tsar, est sacré selon les rites très, enfin, copié sur celui des empereurs byzantins. Mais surtout, il va prendre les armes, prendre la tête d'une armée, constituer une armée, qui va prendre la ville de Kazan et l'émirat de Kazan, qui est un émirat tataro-mongol, qui est un émirat musulman, un État musulman, et un État qui n'est pas, qui est un État assez puissant et qui contrôle en fait le commerce sur la Volga. Donc en prenant Kazan, ensuite les Russes, l'État russe naissant va pousser par la Volga jusqu'à la mer Caspienne, prendre un deuxième émirat, donc 1559, l'émirat d'Astrakhan, et puis commence après la conquête de la Sibérie, conquête de la Sibérie qui va se poursuivre jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe même, et qui va faire de la Russie, de cette nouvelle empire de Russie, une puissance continentale. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, cet État continental, il est à la fois continental par sa taille, par son climat, mais aussi, je dirais, par sa constitution géopolitique, c'est-à-dire que cette continentalité russe, elle va conditionner, elle va avoir des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est de bénéficier d'un hinterland assez large et presque, c'est-à-dire une zone de repli hein, en cas d'invasion, ou une zone de sécurisation de ses armées ou de ses richesses. Bon, ça c'est un atout. Deuxième atout, c'est les ressources naturelles qui vont avec cet État-continent et donc le fait de disposer d'un territoire de plus de qui va osciller entre 22 millions, 24 millions, puis aujourd'hui 17 millions de kilomètres carrés. Bon, ça reste le premier État du monde par sa superficie. Et puis, ça a aussi pas mal de contraintes parce que la continentalité russe a ce site particulier qu'elle enclave le pays en quelque sorte, puisque c'est un espace qui a peu de communication naturelle vers l'extérieur, pas de mer ou très peu d'accès aux mers navigables. La grande façade maritime de la Russie, c'est l'océan glacial arctique, donc c'est pas vraiment une espace de communication. Et puis peu de communication interne également, et une très grande, un territoire avec des conditions à la fois climatiques et naturelles complexes, et l'enjeu majeur du pouvoir russe à toutes les époques. Hein. C'est-à-dire, c'est de comment construire un État moderne avec cette continentalité et avec la difficulté qu'il y a à connecter les éléments, enfin le territoire, les différents points du territoire, et même avant de les connecter, il faut pouvoir les peupler, les mettre en valeur et ensuite les gouverner. Bon, et ça c'est un défi majeur qui se pose au pouvoir russe de tout temps. Il se pose, je dirais, au XVIIe siècle, au moment où la Sibérie commence à être conquise. Et il faut qu'est-ce qu'on fait de ces territoires? Comment on les met en valeur? Comment on les peuple? Comment on les contrôle politiquement? Quel est le degré de contrôle d'un territoire peu peuplé à des milliers de kilomètres de Moscou et qui de fait échappe grandement au contrôle du pouvoir central? Comment est-ce qu'on maintient une espèce de souveraineté? C'est pas le tout de dire on est souverain là, on pose notre petit drapeau, on construit un Kremlin. Bon voilà. Après, il faut que la souveraineté soit efficace et effective, et que cette souveraineté s'exerce par un gouvernement, une mise en valeur des ressources, des politiques mises en œuvre, etc. Et puis un contrôle militaire aussi. Bon. Donc ça, c'est le défi qui se pose dès le début et qui se pose au fur et à mesure que l'empire devient plus important territorialement, inclut des populations de plus en plus importantes et diverses sur le plan ethnique ou linguistique et confessionnel, il faut gouverner tout cet ensemble multiethnique. Et donc, qui dit multiethnique, dit effectivement euh, enfin, multiclivé, hein, de toutes sortes. Bon. Et d'autre part, voilà, troisième enjeu, il faut gouverner et mettre en valeur, à l'époque, au 19e siècle, avec l'industrialisation, tirer parti des ressources, les exploiter, et que ces ressources soient transportées et acheminées vers des centres de production industrielle. Donc tout ça, c'est des enjeux extrêmement importants qu'on retrouve dans la Russie du 21e siècle. Je donne un seul exemple. En 2018, donc la dernière élection présidentielle, Poutine donc était aussi candidat à sa propre réélection. Le,
les questions syriennes et ukrainiennes commençaient à prendre beaucoup de place dans la vie politique et dans le discours. Et il y avait une certaine fatigue à l'époque de l'électorat à l'égard de ça, parce qu'on disait, mais il y en a un peu marre de la Syrie et de l'Ukraine. On aimerait bien entendre parler de nos vrais problèmes à nous, c'est-à-dire notamment des problèmes d'accès à des services de populations qui vivent dans des territoires qui se sentent abandonnés, hein. On le voit en Extrême-Orient, en Sibérie, dans le Grand Nord, dans des tas de régions rurales ou petites villes ou moyennes villes, la population exprimait un certain, comment dire, une certaine, un certain désarroi parfois. Il y avait des revendications qui remontent, hein, donc on est dans un système où comment dire, l'administration politique du pays fait remonter l'information, et donc Poutine a, à ce moment-là, orienté sa campagne. Et donc, un des grands thèmes de cette campagne, c'était le développement de la télémédecine. Voilà. Donc la télémédecine, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des opérations en visio, en télémédecine. Donc des gens qui sont situés dans des points éloignés de, des centres hospitaliers ou sanitaires vont pouvoir quand même bénéficier des dernières technologies ou des dernières, des dernières, enfin parce qu'on va pouvoir installer, alors soit des installations robotisées, soit un chirurgien qui sera piloté par un autre dans une autre ville, et cetera. Ce qui bon, en même temps, un des grands thèmes aussi, c'était comment développer le téléenseignement, aussi pareil, face à la crise des vocations et la difficulté de trouver des instituteurs ou des professeurs du secondaire dans certaines régions, dans certains points éloignés du territoire. L'idée, ce serait de, 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 de développer aussi l'enseignement à distance. Bon, alors tout ça, je dis ça pourquoi? Parce que bon, c'est pas seulement les problèmes, disons, budgétaires ou de gestion, c'est pas seulement un problème économique, c'est surtout d'abord un problème, qui résulte, de cette continentalité et de ces difficultés en fait à gouverner ce territoire très vaste et à maintenir, une présence, de l'État et une présence de la population et maintenir une population dans certaines régions. Vous voyez que le problème se pose au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au XXIe, il se posera aussi au XXIIe. Autre question, est-ce que, parce que là on a bien vu la continuité, est-ce que, alors c'est un peu un raccourci, mais est-ce que ça vous paraît correct de dire que Vladimir Poutine est dans une forme de continuité, en tout cas le pouvoir, hein, le gouvernement Poutine est dans une forme de continuité par rapport à ce qui existait du temps des tsars et des princes, etc. Même si aujourd'hui c'est la Russie moderne, entre guillemets, du 21e siècle, donc les institutions ne sont pas exactement les mêmes, mais est-ce qu'il y a une forme de continuité au niveau du pouvoir, de ce point de vue-là, au niveau Oui, de oui. l'incarnation? Enfin, pour moi, il y a une grande continuité. Il y a une grande continuité qui est d'ailleurs revendiquée, hein. C'est-à-dire que, Vladimir Poutine, ne s'inscrit pas du tout en rupture avec le passé, mais au contraire, dans son discours et dans l'idéologie qui est mise en place par, ses discours et l'appareil du pouvoir, l'appareil du Kremlin, et cetera, depuis maintenant, assez longtemps. Il y a cette volonté de s'inscrire dans une continuité, et je dirais pas n'importe quelle continuité, mais une continuité de la puissance. C'est-à-dire que je dirais que ce qui marque les années 2000-2010, c'est le retour de la Russie comme puissance, et avec une volonté de puissance et une affirmation de cette puissance. Alors ensuite, je reviendrai peut-être un peu après pourquoi, et pourquoi dans ces conditions, et pourquoi avec ce caractère qu'on peut percevoir comme un peu belliqueux aujourd'hui, même beaucoup. Tout ça, ça a une explication rationnelle. Mais il y a une volonté de puissance, et il y a effectivement la volonté d'inscrire cette volonté de puissance du 21e siècle dans une continuité historique, et de faire, comment dire? De ne pas se situer dans une rupture, hein, comme a pu, par exemple, Yeltsin, davantage se situer dans une rupture, parce que c'est l'homme de la rupture avec l'URSS, donc c'est l'homme de la rupture avec Gorbatchev, avec ce que représentait le système soviétique, c'est l'homme qui a porté, on va dire, l'indépendance de la Russie par rapport à l'URSS en 91. Donc il y avait forcément, Yeltsin apparaissait comme l'homme de la rupture, même si, quand on regarde bien Yeltsin lui-même en détail, c'était aussi un homme de la continuité à bien des égards. Mais néanmoins, il y avait une volonté, hein, de se poser autrement. Poutine, c'est l'homme qui veut réconcilier les mémoires, voilà,
réconcilier les mémoires. Alors on le voit à beaucoup de, à la fois, et voir les aspects positifs de l'histoire, hein, qu'on va euh, extraire de la boue des aspects négatifs, qui est quand même, bon, notamment pendant la période soviétique. Alors, est-ce qu'on va complètement anéantir ou annihiler toute espèce de mémoire du goulag ou de mémoire des répressions? Non, mais elle va être fortement réencadrée et fortement réécrite, je dirais. Voilà. Donc, il y a cette volonté de présenter une continuité d'un État qui est en quête de puissance, dont l'objectif est de rester indépendant, rester souverain, rester une puissance qui compte dans le monde, et donc une réécriture, si on peut dire, de l'histoire sous cet angle. Donc, le poutinisme, c'est aussi ça. C'est aussi, voilà, par exemple, mais c'est aussi des aspects paradoxaux. Par exemple, c'est aussi une vision très critique de la révolution d'octobre, pour ne pas dire extrêmement critique, extrêmement. L'anniversaire du centenaire de la révolution de 17 n'a pas eu lieu. Il n'y a eu aucune commémoration officielle. Il y a eu quelques militants communistes et dirigeants communistes sur la place Rouge qui sont voilà, réunis autour du mausolée de Lénine et un peu derrière le Kremlin, et puis quelques défilés dans quelques villes, c'est tout. En revanche, Poutine a choisi d'honorer la mémoire d'officiers ou de supérieurs et généraux russes blancs, hein, qui avaient combattu le bolchevisme dans les années 17-19. Donc vous voyez que lorsqu'on, de manière par un raccourci, on dit voilà, Poutine est un nouveau Staline, il veut se mettre dans les bottes de Staline, c'est totalement un raccourci. C'est trop rapide, hein, de dire ça. C'est extrêmement rapide. C'est vrai qu'il C'est extrêmement rapide. il s'inspire peut-être plus de Pierre le Grand que de Staline. Oui, il y a plus de Pierre Laurent que de Staline. Je pense qu'il y a même un autre personnage qui est. Moi, c'est mon hypothèse. Elle n'est pas du tout vérifiée mais elle est Allez-y, vérifiée allez-y, par une allez-y. chose. Alors, mon hypothèse, c'est que Poutine, en fait, se pose en nouveau Michel Romanov. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Michel Romanov, c'est le tsar qui a été élu par l'Assemblée des boyards en 1613, après ce qu'on appelle le temps des troubles, c'est la période de 1598 à 1613, qui était en fait une période extrêmement troublée, c'est le cas de le dire, crise politique, crise économique, invasion polonaise, occupation de Moscou par les Polonais, sacre d'un tsar, un faux tsar, disons, russe, mais disons instrumentalisé par les Polonais sur le trône du Kremlin, et puis insurrection qui a conduit les Polonais en dehors de Moscou, puis on a rétabli la souveraineté russe sur Moscou, et on a cherché un tsar. Le problème, c'était la mort d'Ivan le Terrible a laissé un vide dynastique, et donc il n'y avait plus de légitimité dynastique pour lui succéder. Le seul fils un peu valide qu'il avait, il l'a assassiné de ses propres mains quelques années avant, donc il restait plus personne. Donc il y a eu une espèce de guerre des clans et guerre des boyards pour la succession, et Michel Romanov, c'est celui qui va être élu en 1613 et qui va amener une stabilité à la Russie, et qui va vraiment être, je dirais, le maillon essentiel du passage de relais entre la grande principauté de Moscou et l'empire naissant, et puis la constitution d'un État moderne russe. Michel Romanov, c'est le grand-père de Pierre le Grand, c'est le fondateur d'une nouvelle dynastie qui va durer jusqu'en 1917. Et je pense que lorsque Vladimir Poutine, alors je dis pas que Vladimir Poutine se regarde dans la glace et se dit je suis le nouvel Romanov, le nouvel Michel Romanov. Mais je pense que lorsqu'il a choisi en 2000, je crois que c'est en 2006, ou 5 ou 6, je ne sais plus, la date du 4 novembre comme journée de la réconciliation nationale, comme jour férié du mois de novembre, parce qu'on ne voulait pas rétablir le 7 novembre qui était le jour de la révolution d'octobre, mais en même temps en Russie il y avait une forte demande pour avoir un jour férié en novembre. Bon, pour toutes sortes de raisons, les gens étaient habitués pendant des décennies à avoir ce jour férié en novembre. C'est assez pratique, c'était institutionnalisé, et donc on a inventé un jour férié le 4 pour ne pas avoir à complètement se mettre, restaurer l'URSS, si on peut dire. Et le 4, c'est la date de l'insurrection, enfin de la fin de l'occupation polonaise de Moscou en 1613. Donc pour moi, c'est assez transparent.
Voilà. Pour moi et quelques autres collègues russes qui pensent qu'effectivement, il y a un message là derrière. Je suis celui qui amène la fin du temps des troubles et qui restaure la stabilité. Parce que quelque part, on peut dire que la décennie, l'affreuse décennie 90 pour la Russie, hein, donc du moment où le bloc soviétique s'effondre jusqu'aux réformes d'Evgeny Primakov, on peut dire que c'est aussi une forme de temps des troubles. Ah bah en tout cas, c'est comme ça qu'elle est complètement interprétée aujourd'hui de manière presque sans nuance, un peu, parce que bon, il faut toujours apporter des nuances. Je pense que les années 90 ont apporté aussi beaucoup de choses. Mais bon, en tout cas, pour la majorité de la population, ça a été un déclassement économique. Un tiers, un quart, un tiers qui s'en est plutôt bien tiré, qui en a tiré parti, plutôt, qui a moins, on va dire, souffert de cette période, mais c'était quand même une période de déclassement économique, de perte d'emploi, de perte de revenus et de sentiments. Alors, à cette déchéance personnelle et familiale et extrême désarroi et parfois désorientation, hein. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, bon, comment on va s'y prendre, comment on va se reconvertir, notre emploi d'ingénieur, bon, bah, l'usine est plus ou moins fermée, comment on va faire pour se sortir de là, à ce sentiment de désorientation personnelle et familiale correspondait un affaiblissement considérable de la Russie sur le plan géopolitique. Et je pense que pour les gens, c'est vraiment une période, effectivement, comme vous disiez, de temps des troupes, parce que c'est une période d'affaiblissement de l'État, d'affaiblissement de la puissance, qui a correspondu et qui s'est incarné dans leur propre vie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je pense que c'est pas très bien compris dans nos pays. À quel point il y a eu une période de crise énorme et de ressenti de crise. Hein, moi, j'ai vécu à cette époque en Russie pendant plusieurs années, donc j'ai vraiment été plongé dans cette atmosphère. Euh, bon, bref, je pourrais raconter des anecdotes jusqu'à demain matin à ce sujet. Euh, mais donc, il y a une conjonction entre la crise géopolitique et puis la crise, disons, personnelle, hein, la crise socio-économique. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres de la démographie, on voit que 95-96, c'est des années où l'espérance de vie baisse considérablement, la mortalité infantile se met à monter en flèche, etc., la mortalité par suicide, bon. Tout ça, c'est tout à fait documenté. Alors, cet affaiblissement géopolitique, en fait, moi je voudrais revenir là-dessus parce que une grande partie du logiciel impérial russe de ce livre a été le fruit de réflexions, de cours que j'ai pu faire, mais aussi de recherches, de discussions et, avec des collègues russes ou des acteurs politiques russes euh, autour de cette idée, comment dire, j'ai écrit ce livre dans le prolongement de la Nouvelle Guerre froide. Et je pense que de ce livre sur la Nouvelle Guerre froide. Et je pense que ça mérite quelques explications. En fait, pour bien comprendre l'intérêt d'écrire un livre sur le logiciel impérial russe aujourd'hui, c'est pas uniquement de réexpliquer, d'expliquer tous ces détails historiques que le lecteur trouvera dans la première partie de l'ouvrage, dans les premiers tiers, disons. Mais c'est pourquoi ce logiciel impérial a été réactivé et sans cesse réactivé. Bon, alors pourquoi il a été réactivé après la révolution russe, etc. Bon, tout ça, je ne reviens pas en détail là-dessus, mais ce qui m'intéresse moi surtout, c'est pourquoi il a été réactivé aujourd'hui et pourquoi Poutine est devenu en quelque sorte l'agent principal de sa réactivation. Alors, moi, je pense qu'il faut revenir aux années Gorbatchev et à la fin de l'URSS et la dernière partie de l'histoire soviétique où la Russie, l'URSS, la fin, enfin, de Gorbatchev et la Russie de Yeltsin voulaient la fin de la guerre froide. Et d'ailleurs, non seulement elle voulait la fin de la guerre froide, mais la fin de la guerre froide, c'est essentiellement venu d'un pari fait par Gorbatchev et ses diplomates de mettre fin à l'existence du pacte de Varsovie, de retirer des troupes soviétiques d'Europe de l'Est, donc plus de bloc soviétique. Le pari, c'était, ben, puisqu'on fait disparaître la menace soviétique, on va nécessairement, il n'y aura plus besoin de, d'un appareil militaro-stratégique et politique en face. Et donc, en dissolvant notre propre bloc, on va amener la dissolution du bloc d'en face et puis reconstruire la sécurité européenne et mondiale sur de nouvelles bases. C'est ça le pari gorbatchevien, c'est un pari extrêmement risqué,
Mais c'est un pari qui a été fait non pas parce que Gorbatchev était un illuminé, pas du tout, mais parce que Gorbatchev avait pris la mesure de la très grande difficulté dans laquelle l'URSS était de poursuivre la guerre froide et la compétition stratégique et militaire avec les États-Unis. Donc c'est une sortie, hein, c'est une sortie et c'est un pari. Alors ce pari, évidemment, aujourd'hui, c'est facile de dire quelle naïveté, quelle imbécilité. Gorbatchev était complètement n'a aucun sens des réalités. Il faut vraiment se replacer dans le contexte hein, pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Et lorsqu'il l'a fait, il l'a fait contre l'avis de pas mal de gens de l'appareil du département international du comité central du parti, bon, qui disaient mais c'est une folie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, ce pari était un pari risqué, il a été perdu. Euh, on a assez rapidement compris en Russie qu'il était perdu au milieu des années 90, lorsque ont commencé les guerres en Yougoslavie, lorsqu'on a vu les États-Unis et le monde occidental avoir une certaine politique en Europe. Et puis je pense que toutes les illusions qu'on pouvait avoir sur l'Occident sont tombées en 99, au moment où l'OTAN a, sans mandat de l'ONU, bombardé la Serbie pour mettre fin au génocide en cours au Kosovo, qui était un hoax total. C'est aujourd'hui. Bon. Là, les illusions ont disparu, mais la Russie était en situation de faiblesse. Elle était très endettée, et puis elle était dans une situation de faiblesse et d'affaiblissement de sa puissance, et je dirais elle a eu du mal à se remettre enfin, tout simplement de réajuster sa place dans ce monde. Voilà. Bon. Elle était très dépendante du monde occidental au plan économique jusqu'à la fin des années 90. D'où cette, je dirais, accommodement. L'autre jour, j'étais sur un plateau de radio avec une de mes collègues. Il disait, j'ai entendu dire, j'ai pas réagi tout de suite parce que souvent on n'a pas la répartie immédiate, mais il disait, mais on peut pas, je comprends pas pourquoi. Alors, je disais, la Russie et Poutine, c'est l'expression d'un ressentiment à l'égard de l'Occident, un ressentiment profond. Et elle me répondait, oui, mais non, parce que ce ressentiment est un peu artificiel, parce que Poutine a validé l'extension de l'OTAN. Ah ouais, j'ai eu une sorte de choc. Alors, je n'ai pas réagi. À ce moment-là, bon, peu importe. Mais alors, je réagis maintenant, en toute sympathie d'ailleurs. Mais non, il n'a pas validé. Personne, la Russie n'a absolument pas validé l'extension de l'OTAN. Dès 1994, lorsque Clinton et les néoconservateurs américains commencent à parler d'une extension de l'OTAN. Et puis en 96, lorsque le processus se met en place, donc quand ces pays membres, pardon, les pays candidats, la Pologne, etc., la Hongrie, etc., se manifestent leur volonté et puis que le processus est mis en place, Yeltsin n'a jamais cessé de dire qu'il était non seulement réservé, mais relativement opposé et que cette extension de l'OTAN allait devoir remettre comment dire, on allait devoir remettre en place ou pardon, remettre en question les équilibres résultant des processus de désarmement des années 70 et 80. Hein, c'est évident ça. Bon, et Yeltsin n'a jamais dit bravo, continuez, on approuve, je valide. Et Poutine encore moins après. Bon, mais simplement la Russie était relativement à terre et n'avait pas encore véritablement, je dirais, les moyens de réagir à cela, mais on ne peut pas dire que on a, la Russie a assisté relativement impuissante à l'échec de la politique de Gorbatchev, au résultat de ce pari qui a été désastreux pour la Russie, et se demander comment réagir. Voilà, comment réagir, quelles étaient les réactions possibles. Et on va voir se reconstituer à partir des années 2000, grâce alors l'arrivée de Poutine, mais c'est surtout en fait la, la conjonction de l'arrivée de Poutine et puis la hausse du prix du dollar sur le marché mondial qui va permettre à la Russie d'engranger en quelques années des bénéfices considérables qui vont lui permettre de rembourser ses dettes et d'envisager une politique de, de reconstruction de la puissance, hein, qui va être, je dirais, vraiment l'objectif de Poutine, le seul objectif de Poutine, je dirais, le principal. S'il y a une ligne directrice, c'est ça. Il faut que la Russie soit une puissance et on se donne les moyens qu'elle le soit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, alors l'extension de l'OTAN, fin des années 90, début des années 2000, le déploiement du bouclier antimissile américain en Europe de l'Est, les opérations militaires occidentales, Kosovo, puis Irak. Bon, je parle même pas de la Libye.
hein. Bon, tout ça va achever de convaincre que la Russie doit utiliser les fruits de sa croissance pour se réarmer et réorganiser sa défense face à un Occident qui est perçu de plus en plus menaçant, hostile. Alors pas directement contre la Russie dans un premier temps, et puis c'est en 2004-2005 avec la révolution orange qui va être perçue à Moscou comme soutenue et même appuyée, voire orchestrée par les États-Unis, que ce discours sur une menace occidentale qui veut déstabiliser la Russie prend corps, se cristallise et qui va conduire en fait au réarmement, à la réforme de l'armée, à une politique qui consiste à moderniser et à réarmer, et à avoir une politique bah, très, cette fois-ci, de résistance, on peut dire, enfin, c'est comme ça qu'on le dit, hein, résistance à la poussée, à toute poussée occidentale dans la région. Donc en fait, de point de vue historique, la Russie se constitue donc en un nouveau bastion, en fait. Et c'est une stratégie qu'on voit qu'elle a adoptée à plusieurs reprises dans son histoire. Donc faire corps, créer un bastion pour résister et empêcher ce qui est perçu comme des tentatives de déstabilisation, voire de destruction de l'État. Alors, cette stratégie du bastion, on la voit évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, on la voit aussi à d'autres époques antérieures, avant la Révolution, après 1812, dans les années 1800, après la guerre de Crimée, etc. Il y a des moments comme ça de... Alors, elle s'accompagne d'un autoritarisme accru, voire de répression intérieure. Elle s'accompagne d'une, comment dirais-je, politique qui peut être de sécurisation des confins, d'intervention militaire dans les confins, qui vise à sécuriser la Russie, et elle s'accompagne d'un discours qui est aujourd'hui considéré comme complètement parano. Hein, si vous ouvrez la télé en France, vous dites voilà, Poutine s'est inventé une menace qui n'existe pas, il n'y a pas de menace occidentale, etc. Personne n'a jamais attaqué la Russie, personne n'a jamais voulu attaquer la Russie. Bon, alors moi je dirais qu'en géopolitique, le b.a.-ba, hein, c'est de tenir compte non pas nos perceptions à nous, mais des perceptions de l'adversaire. Et désolé, mais l'adversaire en question, la Russie, perçoit ça comme des agressions. Elle perçoit la révolution orange comme une agression. Elle perçoit la révolution de Maïdan en 2014 comme un renversement illégal du pouvoir appuyé par les Américains. Elle perçoit l'incursion géorgienne en Ossétie du Sud en 2008 comme une tentative d'invasion et de reprise de contrôle du territoire. Elle perçoit un certain nombre de coopérations militaires avec l'Ukraine qui se sont développées avant 2014 et qui se sont bien sûr encore bien plus développées après 2014, comme une volonté occidentale de se rapprocher et disons, de constituer. Alors pourquoi alors, les Occidentaux disent nous défendons l'Ukraine. La Russie dit nous défendons nous. Donc on a deux discours défensifs l'un contre l'autre. Hein, voilà. Donc, tout ça fait que la stratégie du bastion, elle a aussi une composante intéressante qui est la composante économique. Je dirais même que ce qui caractérise notre époque, c'est je dirais, bon, moi, je suis pas un expert des questions militaires. Je renvoie ça de bien d'autres. Il y a beaucoup d'experts qui s'expriment en ce moment sur ces questions avec beaucoup de compétences. Vous les avez déjà sans doute interviewés ici, et donc je ne veux pas m'avancer sur la stratégie militaire. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, elle est peut-être moins, euh, même si aujourd'hui on voit que bon, c'est incontestable que la Russie a le dessus dans la guerre en Ukraine, ça me semble bon. Évidemment, quoi qu'on dise sur les plateaux de LCI ou de BFM, bon, c'est l'évidence. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est quand même que c'est une guerre difficile, hein, et que c'est pas voilà. Donc on a du mal à consolider, à avancer. C'est dur, c'est pas économique en hommes, c'est pas économique en matériel. C'est une guerre qui va coûter cher. Mais c'est aussi, du point de vue économique, une conflictualité qui a renforcé la Russie. Et ça, il faut le souligner. Oui, oui, on en avait parlé justement abondamment avec Jacques Sapir et compagnie qui avait expliqué justement les données économiques russes et comment depuis les sanctions de 2014 il y avait une forme de réindustrialisation et de consommation interne et de production interne en Russie qui a non seulement
pas seulement exporté ses ressources, mais également qui les a transformées. J'ai une dernière question, Jean-Robert Raviot, on va faire un petit peu de prospective. Ce logiciel impérial russe qui aujourd'hui, voilà, que vous avez parfaitement décrit d'un point de vue systémique et au niveau des personnalités et dans le grand mouvement historique, comment est-ce qu'il peut continuer à s'incarner dans le 21e siècle? Comment est-ce qu'il va évoluer quand on arrivera dans l'après-Poutine? Parce que mine de rien, ça fait 25 ans que Vladimir Poutine est plus ou moins au pouvoir en Russie et qui, même s'il a été réélu encore pour un petit moment, il ne sera pas éternel. Comment est-ce qu'on voit cette prolongation de ce logiciel impérial et de, voilà, de cette dynamique dans les prochaines années, décennies? Moi, ce que je pense, c'est que le logiciel impérial russe, c'est quelque chose qui traverse, on va dire, les générations, et qui est, je dirais, une donnée qu'on aurait bien du mal à saisir d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on peut m'accuser de culturalisme, parce que ça fait partie, je dirais, d'une certaine culture politique des dirigeants russes, on va appeler ça comme ça, mais aussi de pratique du pouvoir. Et je pense que je dirais pas la tradition, mais l'inertie fait beaucoup, et donc continue à avoir des habitudes de pensée, même à travers les générations. Pareto disait que l'histoire est un cimetière d'aristocratie. Bon, il avait raison. Les aristocraties peuvent s'écrouler, enfin, les élites dirigeantes peuvent s'écrouler. Si la guerre avait été perdue, par exemple, contre l'Occident en Ukraine, c'est évident que ça mettrait vraiment en question disons le poutinisme, hein, Poutine et son entourage. Mais cimetière aussi au sens propre, c'est-à-dire les gens meurent de leur belle mort, et la question se pose davantage pour des gens qui commencent à entrer dans leur 8e décennie, donc les années 70 ans et plus 80. Donc pour ce noyau de dirigeants autour de Poutine qui reste très stable depuis les années 2000, se pose la question de la succession. Alors, il est évident, je dirais trois choses en fait. Première chose, il est évident que ce noyau dur veut garder la maîtrise de la succession. Voilà. Donc, ce ne sera pas un processus où, bon, on s'en va, on fait des élections, on voit bien qui sort du panier. Ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer avec un processus de transmission du pouvoir, exactement comme ça s'est passé entre les Yeltsin et Poutine, d'ailleurs. Hein, Poutine a hérité du pouvoir présidentiel de Yeltsin, et ça a été organisé et orchestré par la famille Yeltsin. Là, ce sera pareil, mais évidemment, avec peut-être des mécanismes de contrôle plus serrés et plus importants. Donc, première chose. Donc, est-ce que à ce moment-là, on peut voir, enfin, est-ce que tout d'un coup, enfin, l'irruption d'un homme ou d'une femme non venu du cercle qui viendrait fausser les jeux, ben, on voit très bien que ça, c'est pas possible. Hein, et que je dirais que la mise au pas et la mise au banc des opposants ou de certains opposants particulièrement charismatiques, je dirais, les plus charismatiques, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser comme ça en, en, en veille des opposants, même s'ils sont un peu à l'écart, etc. Soit il faut qu'on les exile, soit bon, il faut les sortir du jeu politique, voire couper la parole, parce que sinon ça risque, si jamais le processus de succession doit se précipiter pour raison X ou Y, il faut continuer à maîtriser le processus. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'essaie de l'être. Mhm. Deuxième C'est très clair, c'est aspect, très clair, c'est très clair. alors par qui on va se remplacer? Alors là, il y a deux solutions. Enfin, il y a trois solutions. Et la troisième solution, elle est exclue, c'est de dire on va faire des élections pour voir qui sort. Bon, ça, c'est impossible. Alors, il n'y a plus que deux solutions. La solution dynastique et la solution méritocratique. La solution dynastique, c'est de choisir des enfants de la famille, népotisme intégral, c'est-à-dire on va mettre à notre place des enfants de. Bon. Alors ça, pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelque chose qu'on observe quand même assez souvent en Russie aujourd'hui. C'est un des aspects intéressants de voir la montée en puissance des fils de, le fils Kovalchuk, le fils Patrouchev, bon, puis d'autres fils, le fils Fratkov, bon, dans le domaine du business, du grand business, finances de la banque ou de l'État. Donc, par exemple, on observe que le ministre de l'Agriculture actuellement, qui est un homme qui monte, hein, qui est Dimitri Patrouchev, est le fils du chef du Conseil de sécurité. Bon. Alors, les deux Patrouchev, voilà, Patrouchev, père et fils. Bon. Alors, ça, c'est à des postes clés. Hein. Bon. Alors,
après, il y a le mode méritocratique, c'est-à-dire de sélectionner en amont un panel, une réserve de cadres susceptibles de remplir de plus hautes fonctions sur des critères essentiellement méritocratiques. Ça veut dire quoi? 3 critères. Un, la compétence professionnelle éprouvée. 2, pas trop d'affaires de corruption et pas trop voilà, pas trop de quoi donner à manger, disons, au fond aux critiques anticorruption, parce que la corruption, effectivement, la grande corruption est une réalité hein, de certaines enfin, membres de l'élite dirigeante autour de Poutine, et elle est, on va dire, tolérée, mais elle ne sera pas forcément tolérée dans la nouvelle génération, parce qu'on a bien conscience que c'est quand même un frein, enfin, c'est très compliqué ensuite pour légitimer le pouvoir. Et troisième aspect, je dirais donc de cette méritocratie, il faut que ce soit des gens qui aient une loyauté politique et qui aient une loyauté politique à l'égard, ce que je appellerais tout simplement du logiciel impérial russe, c'est-à-dire des gens qui sont, enfin, comme on dit en Russie aujourd'hui, patriotes. Hein. Alors patriote, ça veut dire plus que ça ne veut pas dire simplement aimer son pays. Euh, les gens de l'opposition libérale ou ultranationalistes, ils aiment la Russie aussi, ils sont tout à fait patriotes, c'est pas le problème. Même si certains sont traités d'agents de l'étranger, il n'y a pas de nécessité de remettre en doute leur patriotisme. C'est plus que ça, c'est loyauté envers l'État et envers ceux qui dirigent l'État, c'est-à-dire envers le Kremlin. Donc on en revient à mon kremlinocentrisme, si vous voulez, qui est quand même très important. Hein. Le chef du Kremlin, c'est vraiment une référence donc politique ultime. Et donc, cette loyauté, elle doit avoir été mesurée, éprouvée et sélectionnée. Et c'est comme ça qu'on voit, en fait, alors, les deux voies, aristocratiques et dynastiques, népotiques d'un côté, puis méritocratiques de l'autre, elles vont être amenées à se combiner l'une dans l'autre, je pense. Voilà. Et ce qu'on voit depuis 2012, en réalité, à l'œuvre, moi je vois se développer depuis 2012, et de plus en plus, depuis, je dirais, 2016-2017, c'est-à-dire un tournant qui est marqué par l'arrivée au poste de chef adjoint de l'administration présidentielle d'un homme qui joue un rôle clé dans la politique en Russie aujourd'hui, qui s'appelle Sergei Kirienko, et ancien Premier ministre de Yeltsin, qui est l'administrateur en chef de la politique intérieure et de la vie politique en Russie, des élections, etc. Voilà. Il a mis en œuvre des mécanismes de recentralisation et enfin de constitution de cette fameuse réserve, hein, qui est une réalité. Je pourrais vous en décrire, on n'a pas le temps, mais je renvoie à des travaux ou à des articles que j'ai pu écrire ou que je vais écrire sur cette question. C'est très intéressant de voir comment aujourd'hui il y a une fabrique des élites en Russie, des futures élites, et on essaye en fait de calibrer hein, un futur modèle, quelqu'un qui ait des compétences professionnelles, technocratiques, mais aussi un certain charisme, mais aussi une capacité d'écouter la population, d'avoir un feedback, de bien réagir, de bien communiquer. Enfin bon, quelqu'un de moderne. On essaie de fabriquer une génération de dirigeants modernes et modèles. Dernier point sur lequel il faut insister, c'est euh, la difficulté du pouvoir à mobiliser et à comment dire convaincre, je dirais, une partie importante de la jeunesse et en particulier des moins de 35 ans et en particulier des moins de 35 ans les plus diplômés qui sont, je dirais, les plus tentés par le modèle occidental ou par, disons, voilà, une prise de distance avec ce patriotisme qu'ils peuvent considérer comme un peu éculé, voire obsolète. C'est beaucoup les gens qui sont partis depuis l'entrée en guerre de la Russie en 2022, c'est beaucoup ces gens-là. On les voit à Tbilissi, à Yerevan, à Vilnius, chez nous, etc. Des gens qui sont beaucoup plus, on va dire, occidentalisés dans leur tête. C'est un enjeu pour le pouvoir parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont j'ai entendu dès des années 2014-2015, au moment où il y avait cette vague du printemps de Crimée, enfin cette célébration de l'annexion de la Crimée, de la réintégration de la Crimée dans la Fédération de Russie, qui avait été donné lieu à ce qu'on a appelé un printemps russe, c'est-à-dire une espèce de vague patriotique très favorable. 99% des Russes étaient très favorables à ce retour de la Crimée. Euh, un des j'ai quelqu'un, enfin,
une de mes sources, hein, voilà, on va l'appeler comme ça, euh, très étroitement liée à l'administration présidentielle à l'époque et encore aujourd'hui, me disait en fait, voilà, tu sais, ce patriotisme là qu'on voit, ces défilés de jeunes pro-Poutine, cet enthousiasme, euh, le problème, on a un problème de, c'est un discours qui ne fait référence qu'au passé, et notre problème, c'est comment trouver, euh, comment moderniser tout ça, comment moderniser ce patriotisme russe, comment faire, comment légitimer cette stratégie du bastion en disant voilà, on est le bastion, c'est pas un truc ringard, c'est pas un truc de vieux ou de vieux soviétiques ou de vieux qui arborent leurs médailles, etc. C'est au contraire quelque chose de très moderne. Et donc, il y a eu des tentatives on va dire, de fabriquer des patriotismes ultramodernes en mettant en avant un certain nombre de hackers patriotes. Mais je dirais que là, il y a le modèle chinois, hein, qui, je pense, vers lequel regardent pas mal les dirigeants russes, en disant, bon, bah, en Chine, ils réussissent quand même, le degré de contrôle du parti et de l'État sur la société en Chine est beaucoup plus élevé qu'en Russie, hein, mais quand même, il y a des idées à prendre là derrière, autour du numérique, autour de la numérisation. Et donc, on se pose beaucoup la question de savoir comment on va continuer non seulement à assurer la pérennité de cette élite dirigeante et sa continuité, mais aussi la continuité de ce logiciel impérial russe et aussi ceux qui vont l'incarner. Et donc, essayer de voir quels seraient les profils ou quels seraient les arguments, quels seraient les discours qu'il faudrait changer pour toujours pareil. L'objectif, c'est d'assurer la légitimité des dirigeants et de ceux qui sont au Kremlin et autour. Ça change pas. Exactement. Et ben on suivra tout ça. Et je vous remercie beaucoup pour cet entretien passionnant, Jean-Robert Ravio. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir aux éditions L'Artilleur, le logiciel impérial russe dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et si vous voulez évidemment aller un peu plus dans les détails, ben je vous invite à vous procurer l'ouvrage de Jean-Robert Ravio. Vous êtes le bienvenu évidemment quand vous voulez sur la chaîne. Merci beaucoup d'y être passé, d'avoir Merci à passé vous. cette petite heure ensemble. Et puis ben je salue les auditeurs du Cercle Aristote. Je vous remercie pour les commentaires, pour les retours. Et puis ben voilà, dites-nous si vous voulez plus de Jean-Robert Ravio sur la chaîne. Merci et puis je vous souhaite une bonne journée là et on se voit lors de la prochaine vidéo. Merci à vous, merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.